Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Monsieur Marié pour la continuité du coup de votre cours de physique-chimie au niveau première spécialité. On a fini du coup le chapitre 1 du thème 3 qui s'intitulait Aspects énergétiques des phénomènes électriques. Cette fois-ci on passe au chapitre 2, toujours sur les aspects énergétiques, mais cette fois-ci des phénomènes mécaniques. Donc les phénomènes mécaniques c'est quelque chose que vous allez retrouver au bac, c'est un très grand classique, ça tombe tous les ans. Je pense que même avec le nouveau bac ça ne changera pas, ça va tomber aussi. C'est quelque chose du coup que vous allez devoir maîtriser, et ce dès la première parce qu'on commence à vous donner des bases qu'il va falloir bien appliquer pour du coup être le plus opérationnel l'année prochaine bien sûr, parce que l'année prochaine l'épreuve arrive très tôt, elle arrive en mars. C'est parti du coup pour le commencement du cours. Sur une nouvelle feuille du coup vous mettez chapitre 2, aspect énergétique des phénomènes mécaniques, et du coup pour la première partie qui concerne aujourd'hui, on va plutôt s'attaquer sur l'énergie cinétique et on va faire un petit peu de force, d'énergie potentielle, mais on le fera vraiment plus la prochaine fois. Allez, grand 1, énergie cinétique et travail d'une force. Et en grand A, vous mettez énergie cinétique. L'énergie cinétique, du coup, c'est ce qu'on appelle, c'est l'une des deux formes que l'énergie mécanique peut, en fait, une des deux formes sous laquelle l'énergie mécanique peut se présenter. Elle peut se présenter sous la forme d'une vitesse, donc énergie cinétique, ou d'une pesanteur, d'une énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire par rapport à sa position à la surface de la Terre. Donc du coup, un objet qui va se déplacer possède forcément ce qu'on appelle une énergie de mouvement. Ça veut dire que n'importe quel objet qui se déplace, qui fait un trajet en un certain temps, est forcément défini par une vitesse. Si vous faites un trajet en un temps, du coup distance divisée par temps, vous avez une vitesse. D'ailleurs vous avez une vitesse, vous avez une énergie de ce mouvement par rapport bien sûr à cette vitesse. L'énergie c'est un concept qui est assez difficile à appréhender, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, mais dès qu'on contextualise un petit peu cette notion, vous allez voir qu'en fait, elle n'est pas si difficile à appréhender. Imaginez que vous avez du coup, vous marchez en direction d'un mur, vous savez que si vous prenez le mur, c'est chiant, mais ça va pas faire très mal, quoi. Sprintez à fond vers ce mur ensuite, ou allez-y avec une voiture lancée à fond, vous avez beaucoup plus peur de la douleur que vous allez ressentir quand vous allez prendre le mur. En fait, la notion d'énergie, vous l'avez quelque part en vous. Vous l'avez de contextualiser, mais si vous la contextualisez pas, en fait, c'est une notion qui devient abstraite et difficile à anticiper. Par contre, dès qu'on met un exemple concret, forcément, tous vous vous rendez compte que marcher vers un mur, c'est quand même beaucoup plus agréable que de courir ou d'y aller en voiture dessus. Donc un objet qui possède une vitesse, possède une énergie qu'on appelle de mouvement. Et vous avez très bien compris, avec l'exemple que j'ai cité, que plus la vélocité, plus la vitesse est élevée, plus cette énergie du coup est élevée aussi. Prenons notre exemple maintenant, imaginons que maintenant le mur c'est vous, et que vous allez recevoir du coup quelqu'un qui va vous rentrer dedans. Si cette personne marche ou si cette personne court, vous avez compris que la douleur ressentie sera pas la même. Par contre, imaginez que vous prenez quelqu'un, je sais pas, un enfant de 3 ans qui marche vers vous, on va prendre un exemple concret, du coup un enfant de 3 ans qui court vers vous, il vous rentre dedans, c'est lui qui s'est fait mal, quoi, vous allez le cajoler un petit peu. Par contre, prenez l'exemple d'un rugbyman de 100 kg qui vous court dessus, à mon avis, le résultat va être drastiquement différent, je pense que c'est plus lui qui va vous cajoler. Bref, là encore, vous avez mis en évidence un autre paramètre de l'énergie cinétique, c'est la masse. La masse du système, du coup, va aussi influer sur l'énergie cinétique qu'il va véhiculer. La relation donnant du coup l'énergie cinétique grand E petit c d'un système modélisé par un point matériel animé d'un mouvement de translation s'écrit du coup énergie cinétique est égale à 1,5 de mv carré. Reprenons l'exemple du rugbyman du coup de 100 kg, 100 kg de muscle bien sûr, enfin 100 kg de ce que vous voulez. Si par exemple ce rugbyman court à la vitesse de 5 mètres par seconde, ce qui fait environ 17-18 km/h, ce qui est tout à fait normal, vu qu'il est entraîné pour ça normalement. V carré, du coup, ça va donner une vitesse de 5 mètres par seconde au carré, 25. Multiplié par la masse en kilogrammes. 25 fois 100, du coup, ça fait 2500. 2500 divisé, du coup, par 2, ou fois 1,5, c'est pareil, ça fait du coup une énergie cinétique de 1250 joules. En sachant que le tir d'un pistolet à billes dans la législation actuelle en France est de 2 joules maximum, en fait, le mec de 100 kg qui vous court dessus à 18 km/h, c'est la même énergie qui a été déployé par exemple une réplique d'Airsoft ou un pistolet à billes 640 fois. Environ, grosso modo.
Donc du coup, c'est assez impressionnant quand même. Hein. C'est assez impressionnant. On passe à la suite. Petit b. Travail d'une force constante. Alors déjà, on va prendre une force constante. C'est beaucoup plus simple. On verra qu'aussi, on peut prendre des forces qui ne sont pas constantes, qui varient. Prenons un instant donné. La force, elle a une valeur, donc elle est constante. Imaginons qu'elle est toujours la même. On va surtout s'intéresser à celle du poids, parce que celle du poids ne change jamais. Hein. C'est toujours P égale mg. Donc du coup, à la surface terrestre, c'est bien constant, c'est cool. Une force constante, du coup, c'est une force dont l'intensité, la direction et le sens ne varient pas au cours du temps. Pour le poids, c'est tout à fait une force qui va correspondre à notre exemple, parce que c'est toujours dirigé verticalement, le sens vers le bas, et que ça a toujours comme norme P, qui est égal à m fois g. Le travail d'une force, du coup, ça va traduire au niveau énergétique les effets d'une action mécanique sur un système qui se déplace. En gros, est-ce que si j'applique une force sur un système qui bouge, ok, je veux pas savoir si le déplacement va être influencé. Je veux savoir si l'énergie de ce déplacement va être influencée. En gros, si je prends l'exemple d'une voiture qui roule sur l'autoroute à une vitesse donnée, j'ai un vent qui m'arrive du coup de face. Ben, je sais que le travail de cette force du vent ne va pas du coup aider mon mouvement, ça va justement me freiner, ça va modifier ma vitesse. Donc du coup cette force en fait elle travaille. Cette force elle travaille, elle va contre mon mouvement, elle fait changer V, ok. Elle change du coup mon énergie cinétique. Même exemple, je prends la même voiture, cette fois-ci le vent est derrière moi, bah le vent il va encore une fois travailler, il va augmenter ma vitesse. Du coup cette force travaille, cette force change ma vitesse, donc du coup elle modifie cette fois-ci à la hausse mon énergie cinétique. Dernier exemple, je prends la même voiture, encore une fois avec le même vent, mais cette fois-ci le vent est dirigé perpendiculairement à votre déplacement. Alors pour ceux qui passent le permis, c'est assez chiant, parce que la voiture du coup elle fait un sale mouvement sur le côté et c'est dangereux. Donc du coup quand vous avez du vent, essayez d'adapter votre vitesse. Mais votre vitesse, elle est aucunement changée. Ça veut dire que vous allez vous déporter peut-être un petit peu sur la gauche ou sur la droite, parce que le vent va être chiant, mais votre 130 km/h ne va pas bouger. Là, on dit que la force ne travaille pas. En gros, si vous voulez, la force va influer sur votre déplacement, mais elle ne va pas changer votre vitesse. Donc du coup, elle ne change pas l'énergie que vous véhiculez. Ok ? Ça veut dire que si vous rentrez, par exemple, dans l'arrière d'une voiture ou d'un camion, avec votre voiture élancée à 130, que ce soit le camion qui est devant vous ou celui devant vous à gauche, une fois que vous avez été déporté par le vent, l'impact sera exactement le même. Voilà ce que ça veut dire en gros le travail, c'est est-ce que ça va changer l'énergie que je véhicule. Cette fois-ci, on s'intéresse à la force, à l'énergie cinétique. Est-ce que du coup, ce travail va modifier l'énergie que j'ai. Du coup, le travail d'une force constante, qu'on va appeler F, on aurait pu l'appeler P. Attention, ici, souvenez-vous, j'ai pas le pouvoir de mettre des flèches, donc du coup, j'ai mis un petit trait, mais c'est un vecteur. Hein. Donc du coup, le travail d'une force constante F, appliqué à un système se déplaçant d'un point A à un point B, c'est notre WAB, donc W trajet, entre parenthèses, force que j'étudie. Ok ? Le travail de la force F sur un trajet AB de mon système, c'est WAB de F. Du coup, cette force, ce travail de la force entre A et B, c'est aussi en joule, c'est la même dimension qu'une force, et elle se calcule par le produit scalaire de F et de AB. En gros, F c'est un vecteur, AB c'est un vecteur, et bien le produit scalaire d'un vecteur par un autre, c'est un réel, c'est un résultat réel, donc du coup je veux plus de flèche à la fin, c'est égal à la norme de 1 fois la norme de l'autre, fois le cosinus de l'angle qu'ils forment l'un avec l'autre. Ok ? Donc si les deux flèches sont comme ça, par exemple, bah vous avez un angle entre les deux, cet angle vous l'appelez alpha, et donc du coup, F de AB, bah, c'était la longueur de ma première flèche, fois la longueur de ma seconde flèche, fois le cosinus de l'angle qu'ils forment entre les deux, donc soit cosinus alpha. Et cette fois-ci, on peut tout à fait retrouver ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, si F, la force de frottement du vent, la force du vent, pardon, sur ma voiture, sur un trajet AB, bah, vous avez la force d'un côté et votre trajet de l'autre, bah, vous allez bien voir, vous avez un cosinus d'un angle du coup qui est de 180 degrés. Cosinus de 180 degrés du coup, bah, c'est moins 1.
Et donc du coup, votre travail va être minimal. Il va même être négatif et en plus minimal. Ça veut dire que du coup, ce travail, il est contraire au déplacement. Il va du coup agir contre votre déplacement. Ok? Ensuite, si vous prenez l'autre cas où le sens du vent était dans le sens du déplacement, bah vous avez F et AB qui sont totalement confondus, dans le sens où s'ils ont la même norme, s'ils n'ont pas la même norme, bah ils sont quand même sur la même direction et le même sens. Ils sont collinaires, ok, comme on dit en maths. Donc du coup, l'angle qu'ils forment entre les deux est de 0 degré. Par contre, du coup, s'il est de 0 degré, bah cosinus de alpha ça fait 1, et donc du coup f fois AB devient maximal et positif. Donc du coup c'est le meilleur cas possible pour que votre force travaille, dans le sens moteur, dans le sens du mouvement du coup. Et c'est totalement ce que vous voyez en sport, quand vous avez un vent de face, bah, vous courez beaucoup moins vite, c'est le cas le plus défavorable, et quand vous avez le vent derrière vous, vous courez le plus vite, c'est le cas le plus favorable. Néanmoins, quand vous avez le cas particulier d'une force qui est perpendiculaire à votre déplacement, et ben en fait, vous avez un cosinus du coup de 90 degrés, et cosinus 90 degrés ça fait 0, et ben le travail du coup fait 0, parce que f fois AB fois 0, ça fait l'ensemble égal à 0, et donc du coup votre force ne travaille pas. Votre force du coup ne change pas, comme on l'avait dit tout à l'heure par le cas imaginé, ne change pas l'énergie dont votre système fait état. Voilà, j'espère que c'est bien compris, cette notion de travail. C'est un truc qui est assez difficile à comprendre, mais avec l'exemple de la voiture et des forces qui s'appliquent devant, derrière ou sur le côté, on peut vraiment appréhender ce phénomène de manière beaucoup plus concrète. Du coup, le travail, c'est une grandeur algébrique de signes positifs ou négatifs, déterminés surtout par la valeur de l'angle alpha, qui est entre F et AB, qui sont, elles, toujours positives en termes de normes. Et je vous ai résumé dans le tableau ci-dessous les différents travaux que vous pouvez avoir. Ok. Du coup, si vous avez un travail WAB de F, vecteur, qui est supérieur à 0, bah, ça veut dire que votre alpha, il est inférieur à 90 degrés. Ok. Bien sûr, on va pas faire comme en maths, on ne dépassera jamais les 180 degrés. Ok. On n'ira pas dans les 270, 360. On prendra toujours la valeur principale de votre angle. Ok. Enfin, on prendra la valeur principale et strictement positive aussi. Donc peu importe le sens dans lequel vous tournez, si c'est trigonométrique ou pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu en maths, donc si vous n'avez pas vu en maths, rapprochez-vous de votre prof de maths et demandez-lui quelques explications. Donc du coup, si le travail il est supérieur à 0, s'il est positif, bah, ça veut dire que alpha est forcément inférieur à 90 degrés, vu que f et AB sont positifs, c'est-à-dire que cosinus de l'angle alpha est positif, donc le cosinus de l'angle alpha, s'il est positif, l'angle alpha est forcément compris entre 0 et 90 degrés. Du coup, la force, elle va favoriser le déplacement, elle va aller dans le sens du déplacement. Plus l'angle il va être proche de 90 degrés, et moins la force va favoriser le déplacement, mais elle favorise quand même. Elle va juste favoriser moins que si elle était parfaitement alignée avec votre déplacement parfaitement collinaire. Mais dans tous les cas, si la force favorise le déplacement, on dit que le travail est moteur de votre déplacement. Il l'aide du coup dans le même sens que le déplacement. Le cas particulier où du coup alpha est égal à 90 degrés, le travail est nul, on l'avait vu, la force n'agit aucunement sur le déplacement. Aucunement. Et le travail du coup est considéré comme nul. WAB est inférieur à 0, ça veut dire que votre angle alpha, il est compris entre 90 degrés et 180 degrés, la zone du coup de la valeur principale, de la valeur principale strictement positive, où où le cosinus de alpha est négatif. La force du coup va s'opposer au déplacement et on appelle du coup ce travail comme étant un travail résistant. Les trois mots en gras sont strictement officiels, donc vous devez les apprendre par cœur. C'est les trois mots qu'on utilise systématiquement en parlant d'un travail. On demande s'il est moteur, s'il est nul ou s'il est résistant. On enlèvera sûrement des points en bac si vous n'utilisez pas ces mots-clés précisément dans le contexte pour répondre à la notion de travail. Grand C. Théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie d'un système qui se déplace d'un point A à un point B est égale à la somme des travaux des forces qui modélisent les actions mécaniques qui s'appliquent sur le solide lors de son déplacement. Je suis désolé, je n'ai pas pu résumer ça plus simplement
et de manière plus concise que celle-ci. C'est pas possible de faire mieux. En gros, la variation d'énergie cinétique, et plus précisément la variation de vitesse de votre système si sa masse est constante, en fait, elle est totalement équivalente, entre A et B, à la somme de tous les travaux des forces qui s'appliquent sur ce système entre A et B. Ok ? On reprend l'exemple du vent sur la voiture. Et si, par exemple, j'ai que deux forces, c'est-à-dire le vent et le poids de la voiture, la variation de vitesse que je vais avoir pour la voiture, entre un point A et un point B, entre deux radars par exemple, entre deux sorties d'autoroute, entre deux points que vous avez décidé arbitrairement, le changement de vitesse, la variation de vitesse qu'il va y avoir entre ces deux points, c'est strictement lié à la somme de tous les travaux qui s'y appliquent. Donc le travail du poids, premièrement, et le travail du coup du vent, deuxièmement. Voilà. Si jamais, par exemple, votre poids, votre voiture se déplace horizontalement sur la surface terrestre, donc le poids est dirigé vers le bas, normalement le poids ne travaille pas, on est d'accord, le travail est nul. Si votre vent est strictement perpendiculaire aussi, normalement la variation d'énergie cinétique est strictement nulle également. Voilà. Voilà comment on utilise le théorème de l'énergie cinétique. On va commencer le grand 2 ensemble, on va juste faire une diapo dessus, et après je vous donnerai les exercices à faire pour la prochaine fois, sachant qu'on va diviser ce cours en 3 parties, du coup, et que la prochaine fois on verra les deux autres un peu plus conséquemment. On va quand même marquer grand 2, force conservative, attention, il manque un S ici, voilà. Force conservative et non conservative. Alors là, c'est un concept que vous allez devoir du coup comprendre de manière rigoureuse, parce que sinon, on ne pourra pas s'en sortir. La deuxième loi de Newton, ça va être vraiment quelque chose... Pour le théorème de l'énergie mécanique, ça va être quelque chose qui va être super utile, super... ça va être vital de savoir ce que c'est une force conservative et non conservative. Sinon, vous ne pourrez pas vous baser sur les bons concepts de départ. Une force conservative, du coup, sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, donc grand A, force conservative et énergie potentielle. On dit qu'une force est conservative lorsque la valeur de son travail est indépendante du chemin suivi par le système sur lequel s'applique l'action mécanique. Alors, dit comme ça, c'est pas évident de comprendre, voilà. En gros, si vous allez d'un point A à un point B, par exemple, comment expliquer ça simplement ? Si vous êtes d'un point A à un point B, et que vous avez du coup observé un changement de vitesse, si la force qui a travaillé sur votre système, ou si les forces qui ont travaillé sur votre système sont toutes conservatives, quelles que soient les étapes que vous avez fait, si vous avez été de A à B directement, ou si vous avez fait un détour par C avant, normalement le résultat de la variation d'énergie cinétique entre A et B sera la même. Voilà. En gros, par exemple, je prends un exemple encore de ma voiture. Si j'ai fait Cannes-Nice en voiture à 130 km/h sur l'autoroute, avec un vent qui était strictement, je dis bien strictement, nul ou sur le côté perpendiculaire, ok, donc on imagine que c'est une ligne droite de Cannes à Nice, que le vent était soit nul, soit strictement perpendiculaire à mon déplacement, que je sois sorti à Antibes pour prendre ensuite les petites routes, ou que je sois passé par Paris, ou même par le Groenland, la variation de vitesse que j'ai entre Cannes et Nice, avec ou pas des détours, ce sera la même. Voilà ce que ça veut dire une force conservative en gros. Et le poids est totalement conservatif. Le poids en fait ne va jamais faire varier la valeur de son travail en fonction de là où je suis passé sur la surface terrestre. Ce sera exactement la même chose. Une force du coup qui n'est pas conservative, par exemple, ce serait des frottements. Des frottements d'air, par exemple, ils vont pas être pareils partout où je vais. Dans l'espace, ce sera pas pareil. Si je fais un détour par la Lune, par exemple, si j'ai pas de vent, la valeur du coup de mon travail va être indépendante du chemin suivi. J'aurai toujours le même travail.
Par contre, si je prends en compte les frottements de l'air, bah, ils seront pas pareils sur la Terre que sur la Lune. Donc du coup, c'est pas conservatif. Puis de toute façon, conservatif, vous avez une autre définition aussi qui peut exister, c'est est-ce que l'énergie va être dépensée ou pas? Est-ce que je vais avoir la même énergie avant ou après? Et les frottements de l'air, c'est une énergie qui va faire du coup changer l'énergie cinétique de mon système. Donc du coup, ce n'est pas une force conservative, elle ne conserve pas l'énergie cinétique. On verra après que c'est plus large que ça, enfin c'est plus compliqué que ça. Mais en gros, si j'avais que l'énergie cinétique purement, bah en fait, si l'énergie cinétique n'est pas conservée, la force du coup qui travaille n'est pas conservative. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions sur ça si ça n'a pas été clair. Toutes les forces par contre qui sont constantes sont forcément conservatives. Ça c'est une règle que vous pouvez mettre en rouge ou l'encadrer en rouge. Ça là, cette phrase là, elle est méga importante. Toutes les forces qui sont constantes sont forcément conservatives. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque force conservative sera associée ce qu'on appelle une énergie potentielle. Et l'énergie potentielle, en fait, c'est la deuxième forme de l'énergie mécanique. C'est l'énergie, en fait, qui résulte de la position d'un système par rapport au centre de la Terre. C'est par rapport, du coup, à son altitude par rapport à la surface de la Terre. Voilà. J'en dévoile pas plus aujourd'hui pour l'énergie potentielle de pesanteur. On la verra plus en détail la prochaine fois. Ça fait déjà beaucoup de choses en termes de notions juste sur le travail et sur l'énergie cinétique. Je vous laisse du coup bien intégrer tout ça. Et mercredi, on passera à la suite, j'espère, avec 100% du contenu qui a été compris de votre côté. Pour s'entraîner là-dessus, je vous donne 2 exos seulement, parce que le cours est assez compliqué. Je vous donne un exercice du coup, qui est le 16, page 292, qui est strictement réservé à l'énergie cinétique. Vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire le produit scalaire, etc. de l'énergie cinétique. Et la deuxième chose, le 22, page 193, qui lui va plus s'apparenter à l'exécution, à l'application du théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Je vous laisse du coup là-dessus. J'espère que c'était pas trop compliqué aujourd'hui. La mécanique, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'entraînement. J'essaie d'aller le plus lentement possible afin que vous ayez bien tout compris. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous avez des commentaires, vous avez Pronote et Atrium. Dans tous les cas, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite du coup bon travail, de bons exos. Et bien sûr, comme d'habitude, restez chez vous, confinés, restez en sécurité. Au revoir.